Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Quelle stratégie doit être élaborée par le RSSI pour parvenir à ses objectifs? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Yüksel Aydin. Bonjour Yüksel. Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Paul Amar. Et bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Yüksel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Avec plaisir, donc enchanté, je m'appelle Yüksel, je suis RSSI dans une entreprise avec des thématiques assez intéressantes. On travaille sous mode DevOps avec du Kubernetes, on a de l'e-commerce, on a des sujets assez sympathiques comme PCI DSS ou Swift, et ça fait une dizaine d'années que j'ai des fonctions de gouvernance dans le privé ou dans le public. Je travaille au ministère de l'économie et des finances où j'ai exercé, alors j'avais deux casquettes, d'une part j'étais adjoint au responsable ministériel de la sécurité des systèmes d'information, et d'autre part, je m'occupais du secteur d'activité d'importance vitale. Dans les trois secteurs qui sont dévolus au ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire l'industrie, la finance et les communications électroniques et Internet. Alors, en premier lieu, selon toi, quel est le rôle et la mission du RSSI? Alors, selon moi, le rôle a pas mal évolué ces dernières années. La cybersécurité est née, comme on le sait, dans des fonctions, dans des lieux un petit peu obscurs. En général, c'était un ingénieur réseau, un administrateur réseau qui faisait ça 5% de son temps. Quand il avait un petit peu de temps, voilà, il bidouillait un petit peu le pare-feu et puis il configurait un petit peu la sécurité. Et petit à petit, la fonction cybersécurité a évolué jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on est à un moment donné assez important du métier de RSSI et de la fonction cybersécurité de manière générale, puisque on a une transformation du numérique qui touche toute l'entreprise. Voilà. Avant, c'était un petit peu dans la DSI, mais maintenant, on a de la donnée qui se retrouve dans toute l'entreprise, et donc automatiquement, la fonction cybersécurité évolue aussi et doit aujourd'hui parler à d'autres personnes que juste un architecte ou un développeur. Et donc, à partir de là, ce que je peux remarquer, c'est qu'on a quand même 5 grandes fonctions aujourd'hui du métier de RSSI. On a tout d'abord, on a la fonction je vais revenir un petit peu plus en détail après, mais la gestion des risques, qui est vraiment le cœur, voilà, de notre métier. La gestion des risques liés à l'information, liés un petit peu aussi à la politique de sécurité. En fait, l'un et l'autre se rejoignent et s'enrichissent mutuellement. Ça, c'est vraiment les fondations de notre métier. Après, on a un premier niveau, c'est le niveau de protection. Deuxième niveau, qui va être celui de la détection, la veille et la détection aussi. On a enfin un niveau qui est celui de la réponse incident, et puis la réponse incident qui n'est pas décorrélée de la planification et puis de la résilience. Et enfin, pour terminer, on a un tout dernier niveau qui est celui du contrôle et de l'outil. Donc, pour reprendre un petit peu, voilà, donc la fondation, le cœur de notre métier, c'est vraiment la gestion des risques avec les politiques de sécurité. On peut pas faire de copier-coller quand on fait de la cybersécurité. C'est vraiment à chaque entreprise, on va apporter un regard et une approche qui sera spécifique. L'appétence au risque sera différente d'une entreprise à une autre. Ce qui est important, les actifs essentiels seront différents d'une entreprise à une autre. Et donc, à partir de là, un RSSI, quand il arrive dans une entreprise, il va devoir faire un petit peu une cartographie, essayer de comprendre un petit peu ce qui est vraiment l'âme de l'entreprise, son histoire, son passé, ses moments forts, ses moments durs aussi, parce qu'il y a aussi toute cette culture à prendre en compte, ses forces internes au sein de l'entreprise. Et donc, à partir de là, le RSSI va commencer à définir une analyse, une approche par les risques qui sera vraiment propre à l'entreprise à considérer. Et avec ça, la politique, elle va aussi un petit peu en découler, alors mutuellement, comme je disais, avec les risques, l'un et l'autre s'enrichissent aussi. L'un et l'autre vont essayer de s'enrichir, et quand on voit un petit peu tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est politique, eh bien, on va voir que la politique, elle sera aussi unique, entreprise par entreprise. Tu parles de politique interne ou de politique de sécurité, là, juste pour être sûr? Parce qu'en anglais, ils font la différence entre policy et on va dire, plus la politique politicienne, quoi. Ouais. Alors là, vraiment, je parle de politique de sécurité. C'est-à-dire qu'en fonction de l'entreprise, l'organisation qu'on va avoir, les parties prenantes, les personnes fortes
aussi qu'on va avoir dans une politique de sécurité, cela va vraiment découler des spécificités de l'entreprise elle-même. On ne pourra vraiment pas faire de copier-coller. Le RSSI, il a un petit côté artisanal, c'est-à-dire que lui, il va devoir arriver et faire du sur-mesure en fonction de l'entreprise. Donc, en partant de là, les politiques qui vont être définies, elles sont vraiment un petit peu uniques à l'entreprise dans laquelle le RSSI va travailler. Est-ce que tu peux illustrer avec un exemple, par exemple une entreprise qui aurait justement une politique complètement différente ou plutôt une culture complètement différente d'une autre? Bien sûr, avec plaisir. On va prendre l'appétence, par exemple l'appétence au risque. Dans une entreprise qui est plutôt établie, voilà, où ça se passe plutôt bien, avec des structures plutôt solides, normalement, voilà, sauf surprise, on devrait avoir des processus dans lesquels le RSSI pourra se poser ici ou là comme gardien et puis parfois même comme point de passage obligé. Dans d'autres entreprises qui seront peut-être un peu plus des nouveaux arrivants sur le marché considéré, qui vont avoir une politique commerciale agressive, eux en revanche, ce qui est sûr c'est qu'il faut délivrer. Donc du coup, dans le processus de gestion et du delivery, en fait, ils vont avoir une approche où ils vont dire au RSSI, toi, tu vas nous aider, voilà. Tu pourras pas être une personne qui va nous bloquer parce que il faut que tu comprennes qu'on doit vraiment mettre en place, mettre en production les différents projets. En revanche, on te laisse t'exprimer, tu vas nous aider, tu vas nous dire à un moment donné, choisis tel ou tel. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Et le RSSI, il faut vraiment qu'il comprenne ça, il faut vraiment qu'il comprenne dans quelle entreprise est-ce qu'il met les pieds, parce qu'en fonction de l'endroit, il pourra pas agir de la même manière. On a des entreprises globales où on a ce qu'on appelle un corporate, c'est-à-dire vraiment le cœur, qui est un corporate très fort vis-à-vis des régions, des zones décentralisées. Et dans d'autres entreprises, c'est exactement l'inverse. On va avoir un corporate qui va avoir des fonctions de coordination, mais pas d'impulsion, et qui laisse encore aux régions cette force et cette capacité, enfin, qui laisse, parfois ils n'ont pas le choix, mais et donc en fonction de ça, le RSSI dans sa politique, il va définir aussi une approche qui sera vraiment unique et qui doit prendre en compte la culture, l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qui est important, qui est important dans l'entreprise, est-ce que le service juridique est un point de passage obligé? Si oui, à ce moment-là, forcément, il va devoir lui réserver une place importante dans la politique de sécurité. Est-ce que on est dans une entreprise où la logistique est très importante? Auquel cas, il faut en parler dans la politique de sécurité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment chaque entreprise, on a une approche qui doit être unique parce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, on est hors de la DSI, hors des murs de la DSI. La donnée, elle est partout. Étant donné qu'on est hors de la DSI, si on veut vraiment adhérer à l'entreprise, si on veut vraiment parler à toutes les parties, il faut comprendre aussi ce qu'est une entreprise. Une entreprise, elle a un objectif, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est créer du chiffre d'affaires et des bénéfices. Voilà. Si on veut se positionner, nous, RSSI, si on veut s'élever à un niveau qui est transverse, il faut aussi qu'on participe à ce système de production de valeur ajoutée. C'est fini le RSSI qui est un petit peu qui a uniquement ce rôle de procureur. Le RSSI, ça doit être une personne qui participe à la création de valeur ajoutée et qui doit aussi accompagner les différents départements, tout comme les RH participent à la création de valeur ajoutée. On a aussi le service juridique, on a aussi le DSI. On a aussi le RSSI qui doit aussi se positionner comme étant un créateur de valeur ajoutée. Mais tu dis qu'il n'y a pas de copier-coller, mais il y a quand même des fondamentaux, non? Enfin, la tarte à la crème du RSSI, c'est la longueur de mot de passe. Est-ce qu'il y a une entreprise où cette question ne se pose pas? Ah oui. Oh là là, quelle horreur. Nous avons des fondamentaux, mais il ne faut pas se tromper de combat. Mon métier premier, le métier premier de la cybersécurité, c'est de protéger les actifs informationnels. C'est ça le combat. Notre métier, alors, pour nous aider à y arriver, on a la chance d'avoir un certain nombre de guides, de standards. On a l'ISO 27002, on a PCI DSS, on a les 42 mesures de l'ANSSI, on a SWIFT aujourd'hui, on a tout un tas de réglementations, de conformité, de corpus de règles qui sont extrêmement utiles. Ça, c'est mon état de l'art. Ça, c'est notre état de l'art. Mais il faut savoir une chose aussi. DRH aussi a son état de l'art. DSI aussi à son état de l'art, Toga, Fitil, etc. Chacun, en fait, a un état de l'art. Si chacun arrive autour de la table en disant, moi, je vais appliquer mon état de l'art, en fait, une entreprise, elle peut plus fonctionner. Donc, l'état de l'art, il faut faire attention, il faut prendre quelques distances. Ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place un niveau de sécurité. C'est pas de mettre en place précisément telle ou telle mesure, 8 ou 12 caractères, etc. Si on reprend les mots de passe, c'est de se dire,
comment est-ce que dans son contexte, un Windows 98, en fait, au niveau de l'analyse de risque, ça passe quand même, voilà, parce que ça peut passer, parce que s'il n'est pas connecté à Internet ou au réseau aussi, en fait, on n'a pas de clé USB qui peut, quelque part, ça peut passer aussi. Donc, c'est ça qui est important, c'est vraiment cette approche intellectuelle qu'on a la chance d'avoir quand on fait de la cybersécurité, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que, en coordination avec les autres départements, parce que moi je ne suis pas au-dessus des autres départements, je suis un partenaire de tous les autres départements. Comment est-ce que j'arrive à mettre en place un niveau de sécurité? Ça peut être des mots de passe, mais ça peut être autre chose. On peut avoir aussi le MFA qui vient compenser une faible politique de mots de passe, mais en gardant un niveau de sécurité important. Donc là, en fait, tu as tout ce qui est corpus de règles qui doit être finalement une boîte à outils pour le RSSI, et après, tu as effectivement tout l'aspect humain et collaboration pour arriver en fait à avoir de l'impact dans l'organisation. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est l'humain est la clé, hein, et l'humain et j'ai envie de dire aussi notre esprit cybersécurité. Tout le monde ne peut pas faire de la cybersécurité. Voilà. La cybersécurité, c'est quand même une approche particulière. C'est une manière de voir les choses. C'est penser aussi à mal. Voilà, comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut détourner des règles. C'est la clé de notre métier. Et l'humain, ce côté intellectuel qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que finalement des professionnels de la cybersécurité, c'est si rare. C'est parce que voilà, tout le monde n'a pas ce côté, cette vision des choses, ces multiples prismes qu'on peut avoir. Et donc le RSSI, lui, il va arriver, c'est finalement tout seul ou avec des faibles équipes qui va arriver à convaincre d'autres personnes, qui va arriver à faire avancer les choses et qui va arriver à mettre en place des niveaux de sécurité, voilà, pour contrer des personnes, voilà, qui essayent de porter atteinte aux actifs informationnels de l'informatique. On est une espèce un petit peu à part. On n'a pas des équipes de 75 personnes en général. En général, une équipe SSI, parfois, je crois que la majorité, c'est qu'on a une personne seule, voilà, dans une entreprise. En moyenne, c'est entre 2 et 5 personnes. On a rarement 200 personnes. Voilà. Donc, notre force, la force qu'on a, c'est notre intelligence, c'est notre capacité à être crédible dans ce qu'on fait. Et ça se travaille. À travers des formations, à travers se renseigner sur ce qu'on peut avoir. Et pour rejoindre aussi ce que tu disais, c'est que tout ça, ça nous apporte des boîtes à outils qui sont très importantes. Il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les manipule bien, mais il faut pas qu'on s'arrête à la lettre. Il faut comprendre l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle règle? Voilà, c'est derrière les 12 lettres. Voilà, caractère pour un mot de passe. Est-ce que c'est 12 exactement? Ou est-ce que, en fait, c'est empêcher des brute force, du password spraying ou des choses comme ça? Donc, c'est vraiment cette compréhension qu'on a de l'attaquant, parce que finalement, c'est une personne avec qui on vit en continu. Sans vouloir balancer, c'est quel métier qui a Windows 98 dans son état de l'art? Alors c'est bien évidemment un exemple utopique peut-être, mais je suis certain que d'une certaine manière, en mettant les bonnes mesures compensatoires, ça passe quand même avec Windows 98. Voilà. Alors donc il y a des fondamentaux qui sont partagés par toutes les entreprises, tu en as parlé. Il y a aussi peut-être des problématiques qui on va dire sont relativement génériques, comme les exploitations de vulnérabilité. Alors comment on gère ces problématiques? Pour la gestion des vulnérabilités, ce qu'il faut savoir, c'est on est un petit peu en retard. On est en train de parler de quoi quand on parle de gestion de vulnérabilité? Quand on parle de détection. En fait, on est en train de parler, on va prendre l'exemple le plus simple de la Terre d'un cambrioleur. À un moment donné, un cambrioleur, il va arriver dans une maison. Qu'est-ce qu'il va faire au moment où il va rentrer dans une maison? Il va visiter la maison parce qu'en général, il la connaît pas, cette maison-là. Voilà. Donc, ce qu'un policier, un agent de sécurité va préconiser, ça va être de mettre une alarme, un radar, parfois une caméra, et donc ça va permettre une détection du cambrioleur. Est-ce qu'il faut s'imaginer quand même que l'ISO 27035, là on parle de la partie 3 sur la détection des incidents de sécurité, est apparu à peine en 2020-2021 pour quelque chose qui pourtant a des décennies. Voilà, la détection, c'est quand même quelque chose d'extrêmement ancien. Un hacker, quand il va arriver dans un réseau, il va faire la même chose, il va visiter, il va scanner. Est-ce que c'est normal d'avoir quelqu'un qui fait du Nmap sur son réseau, de scanner, voilà, pas vraiment normalement, ça devrait pas être quelque chose de courant. Donc ça, c'est un élément de détection. Donc ces éléments de détection, c'est quelque chose qui est arrivé finalement très récemment. On est très 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 en retard. Là, on a vraiment un fossé à rattraper
Alors, en France, on est peut-être un tout petit peu plus en avance que les autres, mais de manière générale, dans les entreprises, on est quand même très en retard sur les éléments de détection, sur la veille des vulnérabilités. Et tout ce travail-là, mais c'est important de dire à nos confrères, à nos consoeurs, de dire mais il faut le faire avant qu'un tiers ne s'en charge pour nous. Voilà, avant qu'un hacker ne commence à scanner les plages pour détecter des vulnérabilités techniques ou autres, bah, bien sûr qu'il faut le faire soi. Donc ça fait partie des fondamentaux qu'il faut mettre en place, mais très rapidement, il y a un vrai retard à rattraper en France et de manière générale dans le monde. Et d'après toi, enfin, je veux dire, sur cette partie de détection, les honeypots, ça fait quand même beaucoup d'années que ça existe. Comment ça se fait qu'on a ce retard d'après toi? Peut-être parce que la compétence est rare en cybersécurité. Pour vraiment comprendre et mettre en place des mesures de sécurité, faut pas juste faire plaisir dans son coin en se disant oh regardez tout ce que j'ai dépensé avec des solutions super modernes. C'est vraiment, enfin voilà, c'est le regard de l'attaquant. Le regard de l'attaquant et la connaissance de l'attaquant de ces techniques est fondamentale. Moi, j'ai du mal à m'imaginer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire de la cybersécurité si on ne comprend pas certaines techniques d'attaque. Je me suis fait violence aussi. Alors, bon, côté technique, c'était aussi une passion, mais je me suis fait violence aussi. C'est-à-dire que j'ai cherché aussi à comprendre. J'ai suivi les formations de pentester. J'ai passé l'OSCP. On est sur une véritable technicité et j'invite tous mes confrères et consoeurs à vraiment aborder aussi les aspects techniques. Je pense que on peut difficilement faire de la défense si on ne comprend pas l'attaque, ou en tout cas on prend le risque de vraiment de s'exposer à un moment donné à une déconvenue. Donc bien comprendre les attaquants et je pense que c'est très important aussi. On a encore des entreprises qui ne font toujours pas des pentests. J'ai du mal, on a du mal quand même à saisir en 2024 comment est-ce que c'est possible et pourtant c'est la réalité. Donc c'est vraiment inviter, convier des pentesters à découvrir des vulnérabilités qu'on n'aurait pas vues et encore une fois avant qu'un tiers ne s'en charge pour nous. Peut-être qu'ils en ont fait un dans leur vie et que le rapport sert toujours à caler l'étagère aujourd'hui. Et pour t'entourer, tu fais comment pour recruter une bonne équipe opérationnelle en cyber? Alors, une bonne équipe opérationnelle, il y a deux types d'équipes. On va avoir la manière dont on va pouvoir développer une influence au sein de l'entreprise, voilà, pour évidemment nous aider à déployer une politique de sécurité. Mais ça, je pense qu'on le verra tout à l'heure. Au niveau opérationnel, je pense qu'on a vraiment des discussions à avoir avec les personnes, essayer de comprendre. Je pense que le plus important pour recruter une personne en cybersécurité, on a vraiment deux parties. Un, la passion. Si on a la passion, même si on est débutant, je pense qu'on peut arriver à tout. Donc vraiment, est-ce que la personne, elle est intéressée, est-ce qu'elle est passionnée? Deuxièmement, moi, je pose des questions pour essayer de détecter si la personne, elle a juste cette capacité, voilà, à faire de la cybersécurité. Cette capacité à voir les choses un petit peu autrement, à voir les choses un petit peu comme potentiellement un hacker. Et c'est vraiment, si cette personne-là, elle réunit les deux, bingo, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas photo. Je pense que la personne pourra être un excellent ou une excellente opérationnelle en cybersécurité. Il y a quelques temps, je revoyais, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je pense que vous le connaissez, un tableau de René Magritte qui s'appelle La trahison des images. Donc, on voit qui ressemble à être une pipe. Et en bas, on a un texte qui est écrit sur lequel on peut lire « Ceci n'est pas une pipe ». Quand on regarde ce tableau, la plupart des personnes se disent « Mais qu'est-ce que c'est puisque ce n'est pas une pipe ?» Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une personne qui a l'esprit tourné un petit peu cybersécurité, oui, ok, il va remettre en cause l'image parce que c'est ce que lui dicte le texte. Voilà, ceci n'est pas une pipe. Mais à un moment donné, l'expert en cybersécurité, il va aussi remettre en cause le texte, la voix qu'il entend dans son esprit en disant « Ceci n'est pas une pipe ». Peut-être que ça n'en est pas une, mais peut-être que finalement, c'est ce qui est écrit en bas qui est faux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ces deux talents, cette capacité, enfin, cette passion, déjà. Si on a une passion, même si on est débutant, moi, je pense qu'on peut vraiment réussir en cybersécurité opérationnelle. Et deuxièmement, c'est cette capacité aussi à remettre en cause des procédures, à remettre en cause ce qui est établi, ce qui est évident pour tout le monde, pour essayer de mieux comprendre par où potentiellement un hacker est passé, parce que quand on a une attaque, en fait, on ne sait pas forcément tout de suite comment est-ce que le hacker est passé. Donc, il faut comprendre les choses, il faut avoir cette capacité à essayer de comprendre et à traduire très rapidement par où la personne est passée. Là, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, on est en train de parler de la stratégie du RSSI en tant que RSSI dans une entreprise. Il y a une autre stratégie
qu'on pourrait évoquer un autre jour, c'est une stratégie de défense et de sécurité. C'est finalement le RSSI, c'est un général, c'est comme un général dans une entreprise, un général du numérique. Et ce général-là, il va devoir déployer, en tout cas on peut l'y inviter, une stratégie de défense et de sécurité. Tout à l'heure, Paul, tu parlais des honeypots, ça fait partie d'une stratégie de défense et de sécurité. Par où est-ce que je place mes pièges? Comment est-ce que je positionne ma défense en profondeur? C'est vraiment, c'est aussi et donc ce sont des éléments qui sont fondamentaux. La passion et cette capacité à voir autrement les choses qui seront nécessaires pour exercer ce type de fonction. Alors, et quid des aspects, une fois qu'on a détecté ou qu'on a vu qu'il y avait certaines problématiques, comment est-ce qu'on réagit? On a de très bons éléments dans l'ISO 27035, justement, qui donnent les bases d'un processus de gestion de réponse à un incident de sécurité. C'est bien d'avoir des outils. Tout à l'heure, on parlait de l'humain. L'humain est juste irremplaçable dans notre domaine d'activité. On ne connaît pas les attaquants. Un attaquant peut être externe, un attaquant peut être interne. Et la manière dont on va réagir à un incident de sécurité va dépendre. On va évidemment, donc on a toute une méthodologie qui est donnée par l'ISO 27035, mais et le calme et l'analyse en font partie. Mais l'humain est vraiment irremplaçable. C'est-à-dire que en fonction de la situation, il faut vraiment avancer en se posant certaines questions, en essayant de comprendre parfois avant de bloquer l'attaquant, par où est-il rentré. Parce que ça sert à rien de lui faire savoir qu'on sait qu'il est là si on n'a pas encore trouvé la porte d'entrée. Donc ce sont des tactiques à avoir, à préparer aussi à l'avance avec une planification qui est importante. Et encore une fois, l'humain et la coordination avec l'équipe sécurité, avec parfois des équipes externes, avec évidemment les équipes internes, les équipes opérationnelles, que ce soit sécurité, mais aussi évidemment de la DSI. Ce que je voudrais dire aussi sur la réponse aux incidents de sécurité, c'est que on peut avoir toutes les plus belles technologies au monde. On l'a vu dans l'histoire des hacks, quand il n'y a pas d'humain derrière, c'est quand même dommage d'avoir beaucoup d'alerting, beaucoup de messages comme quoi il y a un problème. Mais Et justement, en fait, là-dessus, est-ce que l'un des points ne serait pas de tester ces scénarios 1, 2, 3, 4 fois peut-être à l'année? Alors bon, peut-être pas non plus stress-tester l'ensemble des équipes, mais est-ce que en fait, justement, voir la coordination, la collaboration des équipes, qu'est-ce qui flanche, qu'est-ce qui fonctionne, pour éviter de faire ça le jour J, quoi. Ça fait partie de la démarche de maturité du monde de la cybersécurité. En informatique, on sait, chez les ingénieurs, c'est test. Il faut toujours tester. Voilà. Quand on met en place quelque chose, il faut le tester après. Quand on prend une mesure de sécurité, quand on prend un nouvel outil de sécurité, alors on a évidemment les vendeurs qui nous expliquent que c'est la meilleure solution au monde, et c'est peut-être la meilleure solution au monde. Dans tous les cas, il faut tester. Tout ce qu'on fait, il faut toujours tester parce que on va se rendre compte de certaines limitations. Mais c'est pas un problème d'avoir des limitations ou de se rendre compte qu'on a des trous dans la raquette. Mais il vaut mieux le savoir justement, encore une fois, avant que quelqu'un d'autre ne s'en charge pour nous. Donc il faut toujours tester. Faire passer des pen testers, il faut développer la technicité en interne, idéalement si on peut, et mettre en place des mesures de planification avec chaque année se dire cette année on va tester ça et ça. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va faire régulièrement. Ça fait partie de la vie en cybersécurité. Combien de pays tu couvres? Aujourd'hui, une trentaine de pays. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels tu penses avoir moins bien marché et à quoi tu l'incombes si c'est le cas? La culture, alors en termes de déploiement de politique cybersécurité. Oui, là on parlait des pentests et des audits, il y en a qui en font, d'autres qui les font pas, ou qui acceptent pas qu'on les fasse. Voilà. Dans les mesures de sécurité, les mesures de sécurité pour un métier strictement équivalent d'un pays à l'autre ne sont pas nécessairement acceptées de la même façon. Peut-être que tu n'as pas du tout connu ça. Si, on a bien sûr. Moi, je te rejoins, Hervé. En fonction du département, en fonction du pays, en fonction du département, on n'a pas la même approche à cybersécurité.
Voilà, on a en fonction des personnes aussi. Voilà, ça va dépendre. Est-ce qu'on est dans des esprits plutôt voilà, un petit peu avec de l'industrie, ce qui est historiquement un peu plus en retard par rapport à d'autres, ou bien avec dans des environnements de DevOps où il faut absolument tout délivrer très très rapidement. Donc le déploiement d'une politique de sécurité n'a pas le même effet partout, ça c'est certain. En revanche, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Historiquement, moi j'ai vu des équipes qui étaient très 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 en retard sur certains aspects. Et puis à un moment donné, on travaille évidemment ensemble pour combler ce retard. Et puis à un moment donné, quand il faut déployer le MFA, surprise. Les équipes qui étaient le plus en retard arrivent à être devant tout le monde. Donc, il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres. Mais en fait, tu veux pas avouer quels sont les pays qui sont entre guillemets plus obéissants et ceux qui sont plus réticents. Non, mais c'est pas grave. Hein. Alors, est-ce que ça va dépendre, je pense, et c'est pour ça que c'est important de parler, parfois même d'aller voir les personnes, parce que là, on va se rendre compte des véritables problématiques. Une personne qui ne suit pas forcément une politique de sécurité, c'est rarement parce qu'elle nous aime pas et qu'elle se lève le matin en disant aujourd'hui, moi, je vais violer la politique de sécurité, je vais violer le RGPD, c'est rare quand même. Voilà. En général, c'est plutôt méconnaissance. Donc les personnes juste, elles ignorent complètement ce que c'est qu'un phishing. Parfois, ça arrive encore, oui. Parfois, c'est parce qu'on est dans des environnements avec une pression métier extrêmement importante et qu'on a le consultant qui est là et à qui il ne reste que 4 jours pour délivrer voilà. Et en fait, il va tout faire pour sortir sa solution. Et c'est vraiment comprendre un petit peu les problématiques des uns et des autres, c'est super important, je pense, parce que en découvrant ça, on peut trouver des moyens pour les aider, pour avancer. Et le sentiment aujourd'hui, on est dans une société qui est couverte d'urgence aujourd'hui, où on met l'urgence à toutes les sauces, où on reçoit 30 emails par jour en parlant d'urgence. C'est assez incroyable, voilà. Mais c'est la société actuelle, je crois, c'est la modernité. Donc il faut un petit peu rappeler, voilà, aux collègues aussi que tout n'est pas urgent dans la vie. Une urgence, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un problème de santé, quand on est voilà. Mais c'est pas forcément un projet qu'on doit livrer absolument avant 14 heures, etc. Donc je pense que les plus grands freins qu'on peut avoir en cybersécurité, ce sont ceux que j'ai évoqués, c'est-à-dire la méconnaissance, tout simplement, de la part des collègues qu'il faut accompagner. Et d'une part, et d'autre part, parce que la plupart du temps, en cybersécurité, on représente, notamment pour les collègues de l'IT, on représente l'expertise. Donc on est quand même des experts parmi les experts. Donc il faut aussi être compréhensif à l'égard des informaticiens. Et puis donc, voilà, la méconnaissance et de l'autre, je dirais aussi vraiment des pressions que pourraient avoir les uns et les autres. Et c'est en les accompagnant justement qu'on pourra les aider à revenir vers un respect de la politique de sécurité. Et quid des aspects de contrôle et de conformité? C'est un aspect intéressant. C'est un aspect intéressant puisqu'on le voit qu'aujourd'hui, la conformité, donc le contrôle, ça fait partie de notre métier. On nous voit quand même assez régulièrement comme étant un organisme de contrôle. Ça, c'est très très bien parce que ça permet de nous assurer que il y a un bon respect ou pas de la politique de sécurité. La partie conformité est assez intéressante, mais elle a quand même à double tranchant. Aujourd'hui, on peut remarquer que dans beaucoup d'entreprises, quand on arrive et on dit attention parce que là, en fait, CVSS, t'as 9,8 sur 10, ça fait assez peu bouger les lignes. Tandis que les mêmes personnes, quand on leur dit là en fait violation du RGPD, là ça fait bouger des montagnes. Donc c'est très intéressant parce que ça permet quand même de nous donner un très très beau levier pour agir en interne, d'avoir des conformités, d'avoir PCI DSS, d'avoir tout un tas de conformités. Le RGPD, j'en parlais à l'instant. Et dans le même temps, c'est dangereux. Dans le même temps, c'est dangereux parce que ceux qui font la sécurité, à un moment donné, ils risquent de perdre justement la vue risque réel. Voilà, risque technique, risque réel de l'entreprise. Et au final, le risque, c'est d'arriver dans des checklists. Finalement, moi j'ai mon QCM, ok, ça c'est bon, ça y est, vous êtes sécurisé. Ouais, mais en fait, on n'est pas sûr. Donc du coup, ça double tranchant. Il faut s'en servir, il faut vraiment l'utiliser parce que on a la chance d'avoir beaucoup de réglementations et de plus en plus de réglementations qui nous aident à réaliser, à atteindre nos objectifs.
mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue quel est le sens même de notre métier et du risque cyber. Ok, donc dans la première partie de l'épisode, on a rappelé quel était le rôle et les missions du RSSI. Et maintenant, on va parler de stratégie. Alors, quelle stratégie le RSSI doit élaborer pour parvenir à ses objectifs ? La bonne stratégie pour changer de poste et gagner beaucoup plus. Alors oui et non, Hervé, parce que on a un métier qui est quand même très spécifique. Et moi, je me souviens que quand j'ai quitté le ministère de l'économie et des finances, j'avais une petite pointe au fond de moi-même en me disant « Ah là là, je vais quitter le service public ». Parce que quand on travaille dans ce genre d'endroit, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on fait de la cybersécurité, on sait pourquoi on fait tout ça. Et finalement, même dans le privé, avec les entreprises, finalement, on a toujours et on fait toujours ce petit côté extrêmement noble, parce qu'en protégeant des bases de données clients, des bases de données salariés, on a vraiment cet aspect, je pense, plutôt noble de notre métier et tourné vers l'intérêt général. Donc je pense que le RSSI est d'abord et avant tout un homme ou une femme tourné vers l'intérêt général. Donc la mise en place d'une stratégie en cybersécurité, il y a deux aspects. Le premier, c'est au sein de l'entreprise. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est aujourd'hui, depuis quand même quelques années, hors les murs de la DSI. Donc on a la chance de pouvoir parler à tout le monde. Donc on a une stratégie à élaborer à l'intérieur de l'entreprise. Et on a aussi, en dehors de l'entreprise, cette spécificité française. Je pense vraiment, on a un environnement qui est assez particulier, qui est unique à travers le monde. En tout cas, voilà, si on cherche à avoir le même terreau aux États-Unis ou ailleurs, je pense qu'on sera assez étonné de voir que ça n'existe pas. Donc c'est donc la seconde partie, c'est vraiment l'environnement cyber francophone. D'abord un petit mot sur la stratégie qu'on peut déployer à l'intérieur de l'entreprise. Un RSSI, c'est une toute petite équipe. Parfois, c'est juste une personne. Donc, seul, en fait, on va pas arriver à grand-chose. Nécessairement, on doit travailler avec d'autres personnes. Nécessairement, on doit avoir des sponsors. Nécessairement, on doit trouver des fans, des adhésions à ce qu'on est en train de faire, des personnes qui pourront au quotidien nous aider dans nos projets. On a d'abord et avant tout, ce que je disais tout à l'heure, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace qui a pour vocation, à travers un ensemble de processus, etc., de générer de la valeur ajoutée. Voilà. Ça, le RSSI, il doit bien comprendre quel est son positionnement. Donc, RSSI, il doit participer à la transformation de l'entreprise. Une entreprise, ça évolue tout le temps. Tout le temps. Pour rester compétitif, parce qu'il y a des changements technologiques, parce qu'il y a des nouveaux concurrents, parce qu'on a un certain nombre de choses, une entreprise passe son temps à avoir des nouveaux projets, et c'est quelque chose ce sont des cycles qui sont continus. Donc le RSSI, là-dedans, il doit arriver et accompagner évidemment cette transformation continue des entreprises, travailler avec les métiers, travailler avec les chefs de projet, essayer de comprendre un petit peu quel est l'objectif du métier, est-ce que c'est de l'e-commerce, est-ce que c'est de la logistique, etc. Pour évidemment mettre en place des mesures de sécurité, mais aussi parfois être force de proposition en disant effectivement vous utilisez telle technologie, mais bon, peut-être un peu compliqué au niveau sécurité. En revanche, il y a d'autres types de technologies qui pourraient mieux répondre en fait à vos besoins et qui seraient en même temps raccord avec les objectifs de sécurité qu'on peut avoir. Donc déjà, travailler avec vraiment le métier et être une personne qui participe à la création de valeur ajoutée dans l'entreprise comme n'importe quel autre employé. Voilà. Là, on n'a pas de spécificité, on est un employé comme un autre. Donc, travailler en continu avec le métier à la transformation des entreprises. Et derrière, je pense que ça permet notamment d'avoir de l'impact et de faire aussi boule de neige, c'est-à-dire tiens, ça a marché sur tel projet, je me rends compte que finalement j'ai des alliés côté sécurité, le bouche à oreille commence à avoir lieu et au final les équipes sécurité sont peut-être vues d'un meilleur œil. Enfin, je sais pas de ton expérience, mais en tout cas je pense que ça peut avoir cet effet boule de neige. Ouais, tout à fait. C'est un effet boule de neige, ça augmente notre crédibilité et en fait on passe vraiment pour des personnes pouvant apporter des solutions.
Donc ça change un petit peu de la période où on bloquait un petit peu, où on ralentissait les choses, et on apporte des solutions et on participe. Donc c'est pour ça que pour évidemment être bon dans ce domaine-là, il faut parler, il faut essayer de trouver des solutions, il faut continuer de faire de la veille technologique, sécurité, mais technologique de manière générale, et essayer de comprendre un petit peu, participer à des forums, etc. Mais ça a un véritable impact, parce que une fois qu'on réussit, comme tu dis, c'est l'effet boule de neige, et là, d'un coup, on a de nouvelles portes qui s'ouvrent chez le CFO. Voilà, on est invité à de nouveaux types de réunions auxquelles on n'était pas convié avant. Et c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là, en étant collaboratif, en étant un employé parmi d'autres, qui souhaite contribuer à la création de valeur ajoutée. Donc pour résumer ce point, bien comprendre les métiers et se demander comment est-ce qu'on peut les aider en faisant de la cybersécurité. Tout à fait. Une entreprise n'a pas vocation, alors sauf si c'est son métier premier évidemment, on va le vendre des solutions de sécurité, mais une entreprise n'a pas vocation à faire de la sécurité initialement, et on est un centre de coût. Maintenant, évidemment, il faut transformer ça. Il faut avoir un autre regard sur notre métier. Et pour y parvenir, il faut montrer que notre technicité, on la met au service de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, on comprend aussi les problématiques. On n'est pas là juste pour faire de la cybersécurité. On est là pour faire atteindre des objectifs de sécurité dans un contexte plus général de création de valeur ajoutée de l'entreprise. Et donc, si on veut que ça marche, forcément, par moment, je dois respecter, tout à l'heure, je disais, c'est pas respecter religieusement tel ou tel corpus de règles, en fait. C'est vraiment atteindre des objectifs de sécurité en adéquation avec les objectifs de l'entreprise aussi. On doit vraiment être aligné entre nous, cybersécurité, et un PDG, et puis la directrice marketing ou la directrice juridique. C'est vraiment cet alignement qu'on doit chercher, parce qu'on est tous là pour produire de la valeur ajoutée. Alors, parmi les départements que tu viens de citer, est-ce qu'il y a des gens avec lesquels tu vas travailler plus en étroite collaboration ? On a un département qui est très important, qui est le département des ressources humaines. Le département des ressources humaines, déjà, on peut être utile au département des ressources humaines. Pourquoi ? Parce que le département des RH, eux, ils gèrent des données employées, des données très sensibles, évidemment, la paye, les arrêts maladie, toutes les communications. Et donc, eux, ils tiennent plus que tout à la protection de leurs données. Donc, nous, on peut arriver en se présentant au RH, en disant, moi, je m'occupe de la cybersécurité. Comment est-ce que je pourrais vous aider ? Comment est-ce que je pourrais participer à la protection de vos données ? Chose qu'ils font déjà. Alors là, ils ne nous ont pas attendus pour chercher à protéger leurs données. En revanche, évidemment, ils n'ont pas notre expertise et notre vision plus générale. Donc, la plupart du temps, ils seront vraiment enchantés de nous accueillir. Et si on se présente comme ça, en fait, c'est bien, parce que déjà, on va créer des relations qui sont importantes. On va protéger des éléments, des informations, un capital informationnel qui est aussi important pour nous, parce qu'on est là pour protéger l'information. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on se fait un allié de premier choix, puisqu'on parle quand même de DRH. Et une fois qu'on se fait comme allié DRH, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi travailler sur d'autres sujets, comme la gestion des identités. Voilà, c'est souvent un sujet qui peut être porté par les RH. On peut travailler aussi avec eux sur lier la violation de la politique de sécurité avec des conséquences aussi RH. On peut aussi mettre en place une charte spécifique aux administrateurs, en lien aussi avec les RH. Donc c'est vraiment, là on a vraiment un partenariat gagnant-gagnant à tout niveau. Donc les RH, c'est vraiment un département, et qui a évidemment une aura très importante au sein d'une entreprise. Après les RH, on a le service juridique. Pourquoi ? Parce que dans les mesures de protection, tout à l'heure je disais, on doit s'occuper aussi des mesures de protection. Alors la protection, c'est quoi ? La protection, ce sont des mesures de sécurité techniques. Voilà. Ça peut être du renforcement, tout comme on renforce une machine, il faut aussi renforcer l'humain, la sensibilisation, c'est toujours dans la protection. Et la protection, c'est aussi, et donc là, en général, c'est aussi avec les RH, et la protection, c'est aussi les mesures de sécurité qui seront appliquées aux tiers. Et ça passe par le service juridique. Donc le service juridique, il faut rapidement les rencontrer pour voir un petit peu avec eux, est-ce qu'il y a déjà des clauses types ou pas en sécurité qu'on peut mettre à tous les contrats. Lorsqu'on va avoir une nouvelle relation contractuelle, est-ce que le service juridique peut nous prévenir, nous mettre dans la boucle aussi, et c'est comme ça en fait qu'on initie un processus de privacy ou de security by design, parce que là ça veut dire que les contrats, on peut les avoir en amont, et on peut vérifier aussi un certain nombre de choses en amont.
Donc voir un petit peu travailler au quotidien avec le service juridique pour les clauses types, ça c'est sûr, mais aussi au niveau contractuel. J'ai une petite anecdote à vous raconter, donc c'est assez intéressant. Une fois, il m'est arrivé d'avoir des clauses que je souhaitais voir dans un contrat et le service juridique en face de l'éditeur refusait en disant bah non, parce que là quand même c'est et j'ai proposé qu'on rencontre le RSSI en même temps, voilà, de l'entreprise de l'éditeur. Donc ça c'est ce qui s'est fait. Et puis quand on a eu la réunion, en fait, on a regardé un petit peu les clauses. Et puis le RSSI en face a dit non, mais en fait, UXL a tout à fait raison. Ces clauses sont parfaitement légitimes. On devrait les appliquer parce que c'est une obligation au coup du RGPD, etc., etc., etc. Donc, ce qui serait très intéressant avec le service juridique, c'est de les accompagner, mais aussi peut-être que entre nous à RSSI, qu'on se parle aussi peut-être un petit peu plus, pas seulement dans le club, pas seulement dehors, mais aussi qu'on a des relations contractuelles, qu'on se voit aussi. Parce que déjà, ça permet, voilà, de pouvoir, on a les mêmes objectifs, de toute façon, de pouvoir aussi gagner dans la relation qu'on va avoir, et aussi parce que, voilà, même si l'entreprise elle n'a pas forcément de RSSI, parfois ce sont des petites entreprises, je pense aussi qu'il faut donner la chance à tout le monde. Si on doit travailler qu'avec des personnes qui sont certifiés PCI-DSS, ISO 27001, etc. La réalité, c'est qu'on va travailler qu'avec une toute petite poignée d'entreprises à travers le monde. Mais moi, ma conviction, c'est que tout le monde a le droit de vivre. Il y a des petites entreprises aussi qui ont le droit de vivre. Et pour pouvoir réellement évaluer des mesures de sécurité, rien n'empêche aussi de discuter avec le RSSI ou l'équipe technique d'une entreprise. Donc, je pense que voilà, c'est travailler avec le service juridique. On y a tout à y gagner et on devrait continuer là-dessus. Mais est-ce que ça, tu peux te permettre de le dire parce que ton métier le permet? Parce que tu es dans une entreprise d'artisanat, quelque part, d'artisanat d'art, où il y a beaucoup d'artisans. Moi, j'imagine d'autres métiers chez qui le prestataire qui n'est pas certifié, machin et tout, poubelle. C'est une triste réalité. Hervé, c'est pour ça et en plus une triste réalité qui ne dénote pas, comme on disait tout à l'heure, du réel niveau de sécurité d'une entreprise, en plus du partenaire. On peut très bien être certifié ce qu'on veut. Bon, on sait que c'est pas forcément une garantie. Moi, je préfère un rapport de pentest, par exemple. Mais voilà, les deux se cumulent, mais c'est quelque chose. C'est aussi à notre profession de savoir, parce que lorsqu'on est interrogé par le service juridique, est-ce qu'on accepte ou pas de travailler avec cette personne? C'est à nous, RSSI, d'accepter aussi de dire bah oui, on peut travailler ou on ne peut pas travailler. Si on arrive encore une fois qu'avec des dogmes, c'est bien triste, et je pense que n'arriver qu'avec des dogmes, non seulement ça serait triste parce que ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas travailler avec des partenaires qui ont du talent, d'une part, mais je crois aussi, et c'est ma conviction, qu'on peut devenir un risque pour l'entreprise. Parce que si on commence à arriver avec un corpus de règles à appliquer absolument, on peut casser un processus de production. Voilà, on peut ralentir le delivery d'une entreprise. Donc c'est quelque chose d'important parce que faut faire attention parce qu'on est réellement crédible en entreprise. Notre parole, elle porte pour de vrai. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Et c'est là où entre un professionnel et j'ai envie de dire un non professionnel, un professionnel, lui, il va faire du sur-mesure normalement. On parlait RH, on parlait service juridique. On a évidemment d'autres départements. On a évidemment le DSI, qui est un partenaire très important. On a des sujets qui sont communs. Évidemment, il faut avancer dans la même direction. Il faut travailler avec le DSI, avec les équipes informatiques au quotidien. Ce sont parfois ce sont même nos premiers partenaires. Donc c'est important aussi de travailler en bonne intelligence avec le DSI et le DPO aussi, parce que aujourd'hui la protection de la donnée personnelle est très liée quand même avec ce qu'on fait en cybersécurité, au point où l'ISO 27001 version 2022 a entériné dans son intitulé le fait de s'appeler cybersécurité et mesures privées, mesures protégeant les données à caractère personnel. Et si tu devais donner un conseil au RSSI, lequel serait-il? Eh bien, il faut évidemment développer une stratégie
au sein de l'entreprise, mais même en dehors de l'entreprise, on a la chance en France, et c'est unique à travers le monde, d'avoir un écosystème qui est absolument utile, crédible. On a la chance d'avoir déjà au niveau national une agence nationale, on a l'ANSSI, qui publie en continu un certain nombre de guides particulièrement utiles. Et tous ces éléments-là, on peut les porter au sein de l'entreprise en toute confiance parce que ce sont des éléments qui sont pris en compte. On a la chance d'avoir un environnement associatif. On a évidemment des associations qui sont très puissantes. On a le CLUSIF, on a le Césin, on a l'ARCI, on a le CEF6, on a un certain nombre, le club EBIOS, le club ISO 27001, vraiment beaucoup d'associations. On a un podcast, No Limit Sécu, on a de la littérature avec MISC. On a vraiment, et on a même des personnalités qui aujourd'hui prennent la parole ici et là, même à la télévision pour nous représenter. Donc l'environnement qu'on a en France, on peut vraiment en bénéficier. C'est quelque chose qui peut nous porter. On a aussi des réunions. On peut se retrouver en général à chaque fois quand on arrive en janvier, on dit tiens, est-ce que tu vas au FIC, oui ou non? Est-ce que quand on arrive en septembre, à chaque fois, la discussion qu'on a entre RSSI, c'est alors on se retrouve à Monaco, oui ou non? Donc on a la chance d'avoir vraiment un terreau qui est très utile, qui permet de discuter aussi entre nous des problématiques, de pouvoir s'entraider. On a la chance d'avoir aussi de très bons éditeurs, de très bons partenaires. Alors la plupart se sont regroupés derrière Exatrust, mais pas que. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que un RSSI en général, il va connaître soit les entreprises à travers son expérience, soit l'entreprise pour laquelle il travaille. Tandis que des consultants, eux, ils vont rencontrer beaucoup plus d'expérience et ça c'est une vraie chance de pouvoir échanger avec des consultants aussi, de pouvoir échanger avec des auditeurs. L'auditeur c'est pas l'ennemi du RSSI, au contraire, c'est un allié parce que comme dans tout domaine, un auditeur aide aussi à faire dire un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas forcément à pousser à l'intérieur d'une entreprise. Donc c'est vraiment tout cet écosystème qui est particulièrement mature en France sur lequel on peut se reposer. Et d'un point de vue formation professionnelle, quel est ton avis un peu sur la question ? Aujourd'hui, on a de très bonnes formations. Alors, on a de plus en plus au niveau universitaire. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. On a des masters en cybersécurité, on a tout ça qui donne déjà quelques éléments théoriques sur la cybersécurité. Et on a évidemment deux organismes très importants. On a HS2 et on a le CFSSI, qui sont les organismes historiques français qui ont créé vraiment la formation en cybersécurité en France. Merci Yuxel. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'être RSSI. J'espère que mes collègues aussi partageront ce plaisir d'être RSSI. On a la chance d'avoir un métier, alors, certes difficile, mais on est là pour de bonnes raisons. On protège un petit peu le numérique. Parfois, j'ai l'impression qu'on est l'héritier d'une discipline qui est presque millénaire, où avant on protégeait les cités, on protégeait les villes. Aujourd'hui, nous on protège le numérique. C'est notre travail. Bon, bien Yuxel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.